qui sera fait par Maryse Potvin, qui est politologue et sociologue, professeure titulaire en sociologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, directrice de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité et chercheur au Centre d'études ethniques des universités montréalaises, le CETUM, le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante aussi. Ça, je ne savais pas ça, Marie, ça m'intéresse. Alors, ses travaux portent depuis 25 ans sur le racisme et les discriminations, les médias, les discours sociaux, la construction identitaire des jeunes, des minorités racisées, l'éducation et la formation antiraciste. Et donc, elle a écrit de multiples ouvrages. Je ne veux pas dire que c'est une sommité, mais presque. Donc, après la présentation de Maryse Potvin, il y aura une très, très courte période de questions qui sera suivie d'une petite pause café. Et nous allons revenir ensuite avec une table ronde. Et je vous invite à revenir ensuite pour la table ronde qui est organisée qui commencera à 16 h, qui est organisée par la Boussole interculturelle, avec plusieurs membres des différents groupes, Longueuil Ville sans racisme et la Commission des droits de la personne notamment, qui auront des représentants à cette table ronde. On va chercher des solutions, je pense. On va en avoir besoin après cette journée-là, mais on va chercher des solutions pendant cette table ronde-là. Alors, Maryse? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Martin, de m'avoir invité. Écoutez, je suis la dernière à passer, donc j'espère que je vais réanimer un petit peu les énergies de la salle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Frédéric et par Stéphanie, sur lesquelles je vais revenir parce que je fais beaucoup de liens, évidemment, avec la commission Bouchard-Taylor. Ce que Stéphanie a mentionné, j'avais été mandatée par M. Bouchard et Taylor pour faire l'analyse du discours médiatique et des discours d'opinion dans la presse écrite, en particulier durant toute la période qu'on a appelée la crise des accommodements raisonnables. Donc, ça m'a amené à analyser pendant 14 mois, sur 14 mois, tout ce qui s'était publié. À l'époque, c'était juste la presse écrite parce que les documents électroniques étaient moins accessibles sur le web. Là, on parle d'il y a une dizaine d'années déjà. Et donc, c'était plus facile d'analyser des textes avec des arguments écrits. Et donc, on avait pris toutes les lettres d'opinion, les discours de chroniqueurs, des discours d'éditorialistes, etc. Et on avait regardé à l'intérieur de ça quelles étaient les stratégies ou le rôle que les médias avaient joué et quel était le rôle aussi des discours qu'on pourrait appeler la nature de certains discours. Donc, est-ce qu'il y avait aussi la présence de discours racisants ou racistes qu'on pouvait voir se banaliser un petit peu dans l'espace public? Donc, il y a eu des phénomènes de progression et en contexte de crise, on a vu cette progression-là qui ont mené après à d'autres événements comme la Charte des valeurs et comme l'instrumentalisation, pour répondre un petit peu à la question de monsieur tout à l'heure, les effets de l'instrumentalisation politique aussi sur une forme de légitimation d'un type de discours que les gens s'autorisent dans l'espace public pour, donc par ces effets-là. Comment je vais présenter un peu les choses? J'ai un long PowerPoint, donc je vais essayer de vous en présenter quelques-unes slides, si on veut, mais je ne vais pas tout présenter parce que je ne veux pas que les gens se perdent dans la lecture du PowerPoint, là. Et comme j'ai tendance à en mettre beaucoup, bien, je vais tout simplement le dire, puis peut-être identifier des diapositives qui vont être peut-être plus parlantes. Donc, la présentation, je vais revenir sur ce qu'on appelle le néo-nationalisme québécois parce qu'on parle beaucoup de groupes populistes identitaires, de groupes extrémistes, de la montée, de la résurgence de ces groupes-là. Et je pense qu'il y a des éléments du contexte québécois liés évidemment au contexte international, mais qui sont documentés aussi par un ensemble de travaux scientifiques. Les sociologues ont beaucoup travaillé sur, par exemple, les sociétés où il y a l'absence de mouvements sociaux, une faiblesse de mouvements sociaux, une faiblesse de prise en charge politique des demandes sociales et les effets que ça peut avoir justement sur une forme de radicalisation ou des processus de radicalisation dans la société. Donc, est-ce que, par exemple, à travers un certain vide, si on veut, du discours identitaire
par les partis traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas eu un espace qui a été ouvert, notamment, pour que des groupuscules reprennent finalement le lead en matière de discours identitaire? C'est un petit peu la réflexion. Et comment on est passé, est-ce qu'on est passé au Québec du racisme spontané identitaire, comme dit Taguieff, par exemple, qui est un sociologue très connu sur les questions de racisme et d'antiracisme, et est-ce qu'on n'est pas passé du racisme ordinaire à un racisme plus élaboré, et donc un racisme qui est plus idéologique, si on veut, plus construit sur des arguments justifiés, une justification idéologique. Et donc, j'ai présenté aussi rapidement des volets d'une recherche qu'on est en train de faire. On s'est intéressé, par exemple, après les attentats de janvier 2017, à la façon dont la couverture de presse dans les 5 principaux journaux québécois, là, on s'entend La Presse, Le Devoir, etc., ont couvert et quels mots ils ont utilisés pour désigner l'événement. Et il y a quand même des variations et des explications différentes qui ont été données aussi selon les journaux, évidemment selon les chroniqueurs et selon les articles d'opinion, mais il y a quand même des tendances générales qui se dégagent assez intéressantes parce qu'on voulait voir justement, on va comparer subséquemment avec d'autres événements survenus sur la scène internationale pour voir si les mots comme le terme radical, radicalité, radicalisation, est-ce que sont utilisés de la même façon ou pas. Et ça, on est encore au début, donc je ne pourrais pas vous montrer beaucoup de détails dans les données, mais quand même, il y a des éléments là-dessus. Après ça, on s'est intéressé avec une étudiante au doctorat à l'Université de Toronto, Mélanie Beauregard, à l'analyse de discours sur les pages Facebook de 3 groupes, la Meute, Atalante et la Fédération des Québécois de souche, pour voir un petit peu le rôle que jouent justement les administrateurs de ces pages-là dans la mise en... dans l'utilisation qu'ils font, par exemple, de certains procédés utilisés dans les médias, comme ce qu'on appelle l'agenda setting, la mise à la une de certaines informations, le priming, l'amorçage, donc comment on va utiliser certains affects et mécanismes pour discuter d'un événement, d'une nouvelle, etc. Et aussi l'agenda framing, c'est-à-dire le cadrage qu'on donne très souvent à une nouvelle. Est-ce qu'on va parler de la nouvelle comme étant quelque chose, comme un privilège donné à des minorités ou comme un droit? C'est très différent d'aborder une question sous l'angle des droits ou sous l'angle des privilèges. Et donc, la lecture que le lecteur va faire ou va avoir va être complètement différente parce que ça peut influencer donc les opinions. Mais sur les médias sociaux, on a un phénomène sur lequel je vais revenir qui s'appelle le multi-step flow of communication, c'est-à-dire que dans plusieurs études en communication politique dans les années 50, notamment une étude célèbre de Katz et Lazarsfeld, on s'était rendu compte que les médias n'avaient pas une si grande influence que ça, dans le fond, pour influencer l'opinion politique des gens, mais c'était plus la façon dont des leaders d'opinion et la famille et les amis autour allaient argumenter et diffuser, donc rediffuser ou traiter l'information. Et avec le phénomène Facebook, ce qu'on voit, c'est comme il y a beaucoup d'amis sur des communautés virtuelles auxquelles on appartient, il y a aussi des nouveaux leaders d'opinion qui ont tendance à émerger sur des pages Facebook et qui vont utiliser, par exemple, certaines nouvelles, par exemple, ils peuvent censurer certaines personnes de parler ou enlever certaines choses, mais c'est eux qui sont un peu les chefs, les maîtres de cérémonie, si on veut, dans la mise en scène de l'information. Et la troisième volet, c'est l'analyse des discours et aussi les usages de techniques utilisés par les médias, mais aussi les usages classiques en propagande qu'on utilise, par exemple, la construction de l'ennemi, etc., et les mécanismes que je vais vous montrer tout à l'heure dans une espèce de spirale qu'on retrouve classiquement dans les discours qu'on dit racistes. Et donc, si vous lisez, par exemple, des auteurs comme Colette Guillaumin, qui a travaillé sur un livre célèbre dans les années 70 qui s'appelle « L'idéologie raciste », ou par exemple Windisch, qui a travaillé sur les analyses de presse populaire en Suisse, bien, ces mécanismes-là, comme par exemple la dichotomisation nous-eux, le catastrophisme, la diabolisation de l'autre, la victimisation de soi, la généralisation à tout un groupe, etc. Aussi l'appel aux politiques. Donc, ce sont des mécanismes classiques qu'on retrouve finalement dans le racisme ordinaire, mais aussi dans le racisme élaboré. Et dans le racisme élaboré, il peut être utilisé donc à des fins davantage propagandistes, disons.
Et donc, et un troisième volet de cette étude-là, mais j'aurais peut-être pas le temps de vous en parler, c'est un projet terrain avec des citoyens ordinaires dans certaines régions du Québec qu'on a mobilisé dans un... En fait, on travaille avec les restaurants du coin, c'est-à-dire qu'on fait des espèces de discussions de cuisine au restaurant dans une perspective donc de dégager les enjeux locaux et les voix des citoyens dans certaines régions. Donc, on a commencé dans la région de Québec, mais il y a aussi 2 autres régions où on essaie de voir, en fait, est-ce que il y a des préoccupations communes? Est-ce que c'est les mêmes préoccupations qu'on retrouvait donc dans la crise des accommodements raisonnables, par exemple, ou bien, aujourd'hui, dans ce qui est partagé sur Facebook par certains groupes qu'on peut appeler populistes identitaires? Je vais finir en conclusion. Bon, j'ai beaucoup de stock. Commençons par la question du néo-nationalisme au Québec. Évidemment, il y a depuis longtemps des rapports de concurrence Québec-Canada. On s'entend là-dessus, tout le monde est au courant de ça. Vous avez vu ça dans vos cours d'histoire au cégep et au secondaire. Et dans ces rapports de concurrence entre qu'on a appelé les 2 peuples fondateurs, les autres minorités, même les Autochtones, ont souvent été pris en sandwich dans ces débats constitutionnels, que ce soit sur la langue, que ce soit... Donc, toutes les tensions Québec-Canada ont amené à des moments donnés à des demandes de reconnaissance, mais aussi des formes de prise en sandwich des rapports de certains groupes. Aujourd'hui, dans les années 70, on se rappellera qu'il y avait un projet de libération nationale, mais dans une posture de groupe minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre le nationalisme de minoritaire et le nationalisme de majoritaire? Le nationalisme de minoritaire est un nationalisme de revendication d'un statut pour être reconnu, mais c'est aussi ce qu'on appelle le néo-nationalisme, c'est du nationalisme de minoritaire. C'est un projet de grand récit, un principe d'espérance, un changement de la société qu'on veut, changer le statut donc des francophones pour passer de minoritaire à majoritaire, pour éliminer la conquête, etc. Il y a eu des échecs successifs dans ces rapports. Donc, il y a eu les 2 référendums et évidemment tous les échecs constitutionnels qu'on a connus en passant du Lac-Meech, Charlottetown, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une espèce de grand vide, si on veut, ou une espèce d'ambivalence, une situation d'ambivalence au plan politique et identitaire qui est peut-être pas toujours bien gérée, je dirais, par les partis traditionnels. Là. Autant la CAQ que le Parti québécois, etc., qui qui top pas dans les intentions de vote en ce moment. Et donc, on a connu aussi, à travers la loi 101, l'arrivée du Parti québécois, etc., une espèce de changement de paradigme dans le discours. Alors, dans les années 70, si vous écoutez le FLQ, qui était aussi très radical, c'était un discours de revendication qui disait, qui voulait, changer le système, etc., mais aussi qui revendiquait le passage à un statut de majoritaire. Mais une fois que ça a été comme institutionnalisé avec l'arrivée du gouvernement Lévesque et avec la loi 101, etc., le discours normatif dans les politiques publiques, on le voit beaucoup, a beaucoup changé. Donc, c'est plus... On est opprimé, puis on combat avec les Autochtones comme groupe opprimé, puis tous les opprimés ensemble. C'est un discours, il faut que les immigrants s'intègrent à nous comme majoritaires. Et donc, il y a eu un changement de shift, autrement dit, un changement de paradigme où on ne revendique plus un statut de majoritaire, mais on se positionne comme majoritaire pour que les minorités s'intègrent à nous. Et donc, ça a changé quand même quelque chose au niveau de la posture politique et de la posture sociologique, si on veut, de façon générale. Et donc, dans ce passage-là, on a éliminé un petit peu les perspectives plus critiques, protestataires, etc., pour avoir une perspective un peu plus intégrationniste. Et donc, tous les échecs, comme je le disais, ont eu des effets sur les périodes de crise identitaire des francophones. La dynamique mondiale, les attentats internationaux, etc., semblent avoir réactivé le sentiment de minoration des francophones ou de minorisation. C'est un concept qu'on utilise beaucoup en sociologie. Et donc, on voit comme se réactiver un peu en ce moment des bébites intérieures identitaires du Québec, mais en lien avec ces grands facteurs déterminants internationaux qu'on voit sur la scène internationale. Et c'est pas un hasard non plus que les gens qui se sentent plus menacés et qui se sentent le plus menacés, peut-être un peu plus démunis ou impuissants face au pouvoir politique et aux élites en particulier, ce soit des gens qui se retrouvent en région,
il y a plus de gens actifs dans les groupes plus populistes identitaires dans les régions, parce que les régions connaissent souvent des situations où les écoles ferment, les églises sont abandonnées, etc. Et le sentiment de déclin, entre guillemets, ou le sentiment de chute sociale et de chute est beaucoup plus important. Donc, c'est comme si on vivait en ce moment dans les régions, parfois, un sentiment de double minoration ou de double minorisation, en tout cas, le terme qu'on utilise plus, c'est minoration, mais et ce sentiment-là est plus fort. Et donc, et plusieurs auteurs à travers le monde ont montré, par exemple, comment l'échec des mouvements sociaux qui étaient capables, à une certaine époque, de canaliser les demandes sociales, les revendications, les critiques. Lorsqu'il n'y a plus ces mouvements, il n'y a plus cette capacité des citoyens à se mobiliser, bien, ils vont trouver d'autres voies. Et les voies radicales, souvent, émergent dans des contextes où il y a moins de canalisation politique, plus de sentiments de victimisation, d'inégalité sociale, des débats tendus. Il y a plusieurs déterminants, là, si on veut, de la radicalisation à la fois individuelle et collective là, qui sont sortis dans les dernières années dans la littérature scientifique. Donc, la réapparition dans le contexte de la crise des accommodements raisonnables, on a vu la réapparition des groupuscules que j'appelle populistes identitaires réémerger dans ce contexte-là. La Fédération des Québécois qui souchent est née juste après, par exemple, Bouchard-Taylor. Et par la suite, évidemment, il y a eu le débat sur la Charte des valeurs qui ont multiplié, parce que c'est après le débat qu'il y a eu plusieurs de ces groupuscules-là qui sont nés, notamment à partir des médias sociaux. Donc, la crise des accommodements a été un débat déclencheur qui a le premier mis en visibilité les facteurs socio-historiques québécois, là, identitaires, etc., qui travaillent, si on veut, la transformation des frontières ethniques internes et externes, pour reprendre les termes de Daniel Juteau, au Québec. La crise a mis en visibilité notamment 3 camps. Je pensais que Stéphanie allait en parler, mais en fait, les 3 camps, c'est les pluralistes, ceux qui veulent une laïcité ouverte, donc qui estiment que, dans le fond, les droits et libertés sont protégés par la jurisprudence, par la politique, le modèle interculturel, et que les balises, dans le fond, sont suffisantes, alors que les laïcistes stricts, c'est-à-dire le modèle républicain, préconisent davantage d'étendre la neutralité de l'État et des institutions aux travailleurs et aux usagers des services publics, alors qu'il y a des traditionalistes qu'on ne voyait pas beaucoup dans l'espace public. Donc, la crise a mis en visibilité cette frange de la population qu'on a appelée les traditionalistes, mais qui sont vus aujourd'hui beaucoup plus comme des populistes identitaires, qui étaient assez invisibles, donc qui préconisent davantage les paramètres de la majorité, si on veut, les paramètres culturels étant au centre, si on veut, de la dynamique des rapports ethniques. Donc, ça a mis en visibilité le rôle des médias aussi. La transformation des médias par l'usage de procédés médiatiques, j'en ai parlé, l'agenda setting, le priming, le framing, qui a créé une espèce d'effet systémique, tsunamique dans les médias et qui a permis un élargissement de l'espace, dans le fond, des discours qu'on appelle populistes. Je vais revenir d'ailleurs sur c'est quoi un discours populiste et d'un discours raciste. Et donc, on a vu beaucoup de confusion, etc. Je vais aller plus largement. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a vu le clivage intergénérationnel, mais aussi le clivage entre Montréal et les régions, et qu'on voyait beaucoup moins auparavant dans les autres débats publics. On est passé, donc, le phénomène a franchi à partir de cette banalisation aussi dans l'espace public de discours qu'on peut appeler racistes, donc du racisme ordinaire qui est plus diffus, spontané, qui renvoie à des représentations plus ou moins conscientes, des fois fondées sur une différenciation nous-eux, parfois sans contact réel avec les gens, mais construit sur un mode imaginaire. Donc, on peut construire l'autre négativement juste en écoutant la TV puis en voyant qu'il y a des Noirs à la TV à Montréal, et puis là, on habite dans une région puis on dit « j'ai peur des Noirs », puis, bon, etc. Mais c'est sans être en contact avec en contact avec les groupes eux-mêmes. Et le racisme élaboré et plus structuré va être répétitif, va être fondé sur une justification rationalisée. Donc, c'est là que la propagande par des groupes organisés et l'appel à la légitimation politique peut être beaucoup plus important parce que lorsqu'on passe d'un palier à l'autre, on voit un phénomène qu'on voit de radicalisation, mais qu'on peut appeler de cristallisation politique, comme Michel Viviorca, c'est-à-dire que ça devient durci au niveau politique. Et donc, il y a une différence entre avoir un préjugé dans sa cuisine du seul et puis former un parti politique, puis voter pour des gens, puis adopter des lois.
Donc, on parle d'un régime politique raciste à ce moment-là versus un préjugé raciste dans sa cuisine chez eux. Donc, il y a des formes, ça prend des formes et des manifestations différentes. Et quand on parle de cristallisation politique, c'est lorsqu'on revendique un passage aux politiques pour prendre le pouvoir et adopter éventuellement des lois racistes, discriminatoires, etc. Et donc, ce processus-là s'est vu aussi par la multiplication, évidemment, documentée des groupes et forums par Bérubé et Campana, en particulier à l'Université Laval. Et donc, c'est des groupes, mais comme on constate de façon globale, au Québec, et même dans les années 90, il y avait une quarantaine de groupes. C'est surtout des groupes de type national-identitaire, nationalo-identitaire, et moins des groupes suprémacistes blancs, par exemple, qu'on va retrouver au Québec. Et c'était la tendance aussi qu'on avait dans les années 90, lorsque ces groupes avaient ressurgi. En général, ces groupes comme La Meute, Atalante, Soldats d'Odin vont cibler évidemment les mêmes formes de boucs émissaires ou de cibles ou d'adversaires. C'est le multiculturalisme, c'est l'immigration illégale et c'est l'islamisme radical. On l'a beaucoup entendu d'ailleurs ce matin. Et donc, souvent, il y a des amalgames, évidemment, entre islamisme radical et islam ou musulman. Et il y a souvent des amalgames, évidemment, dans les échanges entre les gens sur Facebook, entre immigration illégale et réfugiés, et bon, etc. Les groupes les plus actifs sont dans certaines régions, mais il y a une cartographie qui est en train de se faire, notamment sur quelles régions. Est-ce qu'on parle de régions plus en difficulté socio-économique, par exemple, en déclin démographique, vieillissement de la population, disparition, donc, des institutions comme les écoles, les églises, etc. Et est-ce que, donc, bon, je vais passer assez vite. Quand on parle de populisme identitaire, il y a souvent les mêmes éléments qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est le ressentiment qui est souvent fondé sur la peur inconsciente du déclassement de sa propre communauté. Parce qu'on parle de rapport de pouvoir. Quand on parle aussi de populisme et de racisme, on parle toujours d'un rapport de pouvoir entre groupes ethniques. Et donc, la peur du déclassement du rang social, surtout c'est ceux qui vivent déjà une exclusion sociale ou une chute sociale, le sentiment d'incapacité du système politique à traiter les demandes des gens, les demandes sociales, et donc la conviction que les immigrants représentent donc ce qui va mal, donc ils sont une menace à l'identité, à la nation, la région, etc. La distance, le deuxième élément, c'est, au-delà du ressentiment, la distance entre le peuple et le pouvoir politique, donc les élites un peu, ce que Mathieu Bocoté appelle les diversitaires et les multiculturalistes, donc c'est une espèce de monde d'élite indistincte, une espèce de magma d'élite qu'on ne sait pas trop de qui il parle, mais c'est les grandes forces obscures et lointaines qui détruisent la nation, dans le fond, parce que le pluralisme est un ennemi qui détruit la nation. Et pour abolir cette distance-là, la plupart des groupes finissent par vouloir passer aux politiques pour exercer, donc pour avoir des réponses, pour donner des réponses à des phénomènes complexes et abolir la distance entre les élites et le pouvoir. Donc, ils vont souvent faire appel aux politiques. Et un troisième élément, c'est souvent la mythification de l'identité et du passé. Donc, le fait d'avoir une vision complètement mythique, souvent très glorifiante du passé, de l'âge d'or, mais aussi de l'identité, comme on parlait du temps zéro tout à l'heure. Mais quand est-ce que l'identité québécoise a commencé, puis quand est-ce qu'elle a arrêté d'exister comme était avant, ça n'existe pas, là, mais il y a comme une espèce de mythe autour d'une pureté de la culture, une pureté d'un temps zéro de l'identité quelque part qui est projetée donc dans l'avenir. Et donc, pour refuser l'anomie, la perte de repères, l'éclatement social, les communautés, etc., la mythification de l'unité de la nation va compenser, si on veut, et donc recréer du lien social et recréer de la communauté. Donc, l'usage des médias sociaux pour mobiliser et fédérer des groupes de même tendance, donc, au sein d'une formation politique, ça amène certaines activités de ces groupes-là, notamment le rôle des administrateurs qui deviennent des leaders d'opinion. On a beaucoup parlé de M. Brouillette tantôt. M. Brouillette, c'est un administrateur de page Facebook, mais qui est devenu une espèce de leader, dans le fond, de son groupe
avec le temps parce que les gens le connaissent et puis bon, par l'usure, etc. Mon Dieu, j'ai pas beaucoup de temps, je passerai jamais au travers. Et donc, en regardant, en regardant, je vais y revenir après, là, je l'ai placé un peu le terrain. Qu'est-ce qu'on voit dans les mots? D'abord, quand on regarde les articles de presse en général, on voit que sur 622 articles qui ont été publiés dans le premier mois suivant les attentats, nous, on s'est concentré sur qu'est-ce que les gens ont dit dans la presse écrite et sur Facebook dans les mois qui ont suivi l'attentat de Québec en janvier 2017. Et donc, il y a eu 622 articles répertoriés. Et là-dessus, très peu, les mots les moins utilisés, c'était islamophobie et radicalisation. Et donc, on les a calculés, combien de fois ça revenait. C'était un petit peu plus utilisé dans les articles d'opinion, donc chez les chroniqueurs, etc. Mais dans les articles événementiels, de façon générale, on utilisait plus le mot racisme, extrême droite, parfois terrorisme, mais presque jamais radical, donc 16 % radical et 13 % islamophobe. Et donc, pendant un mois de temps sur les 4 premières semaines. Et aussi, quand on regarde les gestes, comment on expliquait le geste, les facteurs explicatifs, c'est intéressant parce que, évidemment, dans le Devoir, la presse, le Soleil, c'est des facteurs plus souvent liés au contexte politique de la vie québécoise. Et donc, la montée du racisme, les radios poubelles, les facteurs internationaux, Trump, etc. Tandis que quand on regarde le Journal de Montréal, c'était un acte isolé d'une personne qui a fait un acte de folie. Et donc, c'est pathologique. Et les explications, donc, très individualisantes versus sociologiques plus larges, ça peut nous donner aussi certaines indications sur des orientations. Mais là, on va comparer avec d'autres groupes. En ce qui concerne les pages Facebook, d'autres événements. En ce qui concerne les pages Facebook, on a regardé les thèmes récurrents, l'usage des procédés médiatiques, mais on a surtout regardé... Comment je pourrais montrer ça? On a regardé comment, à travers certains procédés médiatiques, l'agenda setting, la mise à la une des informations, le cadrage, les techniques classiques de propagande, on s'appuyait sur ces fameux mécanismes socio-cognitifs du racisme qu'on dégage de la littérature scientifique, théorique, là. Et c'est toujours un peu les mêmes. Par exemple, si je vous donne des exemples, dichotomisation, nous, eux, bien, ils viennent chez nous nous imposer leur culture puis leur religion, bien, ça, c'est classique. L'infériorisation de l'autre, c'est que leur religion, c'est des affaires du Moyen Âge. Bon. Ensuite, la victimisation de soi, c'est on est mous, les Québécois, et donc, il faut se défendre parce que, dans le fond, on se fait imposer des affaires et on est victime de ce monde-là. Le catastrophisme, c'est si on fait rien, ça va être pire. Et la diabolisation, c'est lorsqu'on transforme l'autre en ennemi, donc ils ont des desseins maléfiques ou des projets maléfiques, ils deviennent pas juste un adversaire politique qu'on écoute, mais c'est un ennemi, donc on le transforme en ennemi de guerre pratiquement. Et le désir d'expulsion, c'est-à-dire on ne veut plus négocier avec ce monde-là, donc on les empêche d'entrer ou on les extermine, ou on les expulse, mais donc on ne veut plus être en relation avec l'autre. Et la légitimation politique, c'est lorsqu'on fait appel aux politiques, puis on veut passer aux politiques pour aller plus loin, et puis que notre discours soit légitime dans une population, dans une société. Et donc, ces mécanismes-là, ils sont souvent utilisés avec des techniques qu'on peut appeler classiques de propagande, c'est-à-dire, par exemple, la répétition bien orchestrée des thèmes principaux qui reviennent tout le temps, l'usage de termes très répétitifs, par exemple, le fait d'utiliser tout le temps les élites multiculturalistes, d'utiliser tout le temps les islamistes, par exemple, en disant qu'on... Bon, c'est toujours la même terminologie qui va revenir tout le temps pour influencer, évidemment, la discussion sur les pages Facebook. Comme un mantra. Un mantra. L'unanimité, qui est la recherche du bouc émissaire autour d'un adversaire commun, c'est aussi une technique classique de propagande. Donc, on construit négativement l'adversaire pour le transformer en bouc émissaire. On l'a vu dans le nazisme, on l'a vu dans tous les groupes, toutes les formes de propagande ont toujours été... Donc, on transfère la responsabilité sur l'autre. Quand on dit « c'est moi qui est victime de racisme, c'est pas l'autre », c'est le disclaimer qu'on appelle une technique qui est très utilisée. Donc, on dénigre l'autre. Et les principaux ennemis, c'est multiculturalisme, islamisme, immigrants, etc. L'usage de mythes préexistants, donc comment on utilise les affects. Marie, il faut conclure.
OK, j'ai rien dit. Je vais être obligée de finir là. Tout simplement pour dire, peut-être en conclusion, j'ai pas parlé de mes rencontres avec les gens en région, malheureusement, mais c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. Donc, on voit les mêmes thèmes, et ces thèmes-là, par contre, c'est les mêmes thèmes qu'on retrouvait dans les analyses de texte de la crise des accommodements raisonnables, mais qui sont utilisés par les administrateurs de pages Facebook, et c'est ça qu'on a démontré dans un article qui va sortir. Ils sont utilisés à des fins, donc, de propagande. Mais c'est exactement les mêmes affects, les mêmes mécanismes socio-cognitifs, mais avec des techniques de propagande et des techniques utilisées par les médias, mais sur les pages Facebook, ça va toujours être les mêmes qui vont revenir. Et donc, on est passé, quand on regarde les thématiques qui reviennent, les mêmes mécanismes, est-ce que le discours bouge? Et là, le focus group ou le groupe de discussion qu'on a fait avec des simples citoyens, c'est qu'à force de parler, on a une répétition des rencontres, si on veut, puis ces gens-là rencontrent aussi dans une approche méthodologique un peu particulière. Les gens, on les voit à plusieurs reprises. C'est pas juste une fois, puis on parle de cuisine, là, mais on les rencontre, par exemple, 6 ou 7 fois, et on regarde si leur discours change, si le discours bouge, si le processus d'analyse des groupes sur eux-mêmes a des effets réflexifs. Et le groupe invite, c'est la technique de l'intervention sociologique d'Alain Touraine, on invite à l'intérieur du groupe des interlocuteurs qui représentent pour eux les différents problèmes de la société. Par exemple, le maire du village, quelqu'un du Parti québécois, un immigrant, etc. Et donc, pour confronter les gens au discours qui tiennent sur ces personnes-là, qui représentent ou qui incarnent symboliquement, si on veut, un rapport social. Bon, donc, c'est comme si on recréait en laboratoire, dans ces rencontres-là, les rapports sociaux que les gens s'imaginent ou en tout cas vivent dans la société. Donc, et à la fin, les gens doivent revenir sur des pistes de solutions. Est-ce que ces gens-là sont des acteurs qui veulent vraiment passer à l'action et est-ce que le discours est à ce point idéologique qu'il ne bouge pas et qui ne se transforme pas ou bien est-ce que le discours et la pensée bougent au fur et à mesure de l'analyse? Mais c'est beaucoup le travail du groupe sur lui-même. En tout cas, je veux juste vous dire ça. Donc, c'est dommage, je n'ai pas pu présenter le début de ce processus d'analyse, mais la réflexion que j'aurais à la fin, c'est, et en lien avec ce que M. Lampron a dit, étant donné que la propagande haineuse et la diffamation, etc., est condamné, est balisé par le Code criminel, les chartes des droits, le droit civil, le droit en matière de responsabilité civile, etc. Comment on peut faire en sorte, donc il faut réfléchir à comment on peut faire en sorte pour mieux baliser, pour mieux montrer, quand on montre les effets de la propagande, par exemple, qu'un groupe peut avoir, comment on peut mieux baliser ou faire comprendre donc aux groupes qui sont en train de faire de la propagande et qu'il y a des recours aussi qui peuvent être passibles, donc, de certaines poursuites juridiques, etc. Et donc, c'est un peu la réflexion, puisque lorsque le caractère violent du propos est reconnu, lorsque la garantie d'égalité est violée ou menacée, lorsque la dignité des personnes est affectée, lorsque les effets sur le climat social et les rapports intergroupes sont réels et préjudiciables pour certains groupes identifiables dans un contexte donné, comment on peut donc faire intervenir la question des balises juridiques en matière de propagande haineuse face à Facebook, etc. Donc, j'ouvre un peu la discussion. Mais il y a des effets plus larges. Les effets, je vais finir là-dessus, les effets dans l'espace public, d'abord, il y a un effet de dialectique des identités. On a vu un processus de polarisation qui a amené une dialectique identitaire de plus en plus forte. La gauche, la droite, les groupes minorisés qui se sentent exclus, rejetés, etc., et les majorités fragiles en région en particulier, donc qui se sentent les victimes d'un racisme inversé, des laissés pour compte, des gens, les immigrés ne veulent pas s'intégrer à eux, etc. Et donc, de l'autre côté, on a des jeunes qui se disent, des groupes ciblés, racisés, qui ne se sentent pas acceptés par la société, donc qui sont aussi fragilisés. Et de l'autre côté, sur les effets sur le jeu politique, ils ont déjà des effets sur le jeu politique, puisqu'ils ont réussi pendant toute l'année 2017 à influencer le débat politique au point où ils ont tiré les questions identitaires
Et tous les partis ont rentré dans cette dynamique-là. Notamment, on l'a vu avec l'instrumentalisation de la Commission sur le racisme systémique et, de plusieurs thématiques qui ont été sorties et entrées de l'espace public à des fins instrumentales. Et donc, il exerce déjà une influence sur les partis politiques importante et donc sur le jeu politique québécois. Je vais arrêter là-dessus. Merci, Maryse. Pas le temps d'approfondir. Maryse, on ne peut... Oui, bien, ma chère Maryse, on ne peut pas approfondir en 20 minutes, mais tu vas le faire dans le texte pour la publication du colloque qui va être dans la collection du Sophie Ropul. Oui. Là, tu vas pouvoir approfondir à fond. Ceci étant dit, on va faire quand même une brève période de questions et je voulais dire à Maryse, je revendique le droit d'avoir des préjugés tout seul dans ma cuisine. Non, c'est parce que je trouvais l'image extraordinaire, avoir des préjugés tout seul dans sa cuisine. Ça me fait penser aussi, pour ceux qui ont Netflix et qui sont amateurs de Netflix, il y a un documentaire remarquable sur Netflix en ce moment sur la communauté des Rajneesh. Je ne sais pas si tu connais ça. Et puis ça me faisait penser à ce documentaire-là que j'ai regardé les derniers soirs avec passion, qui est d'une communauté, une secte hindoue qui a été s'installer dans un petit village du fin fond de l'Amérique qui s'appelait Antelope. Et qui ont comme pris le dessus. Puis là, tout ce que tu décrivais, on le voyait un petit peu dans ce documentaire-là. Comme quoi, c'est pas quand même des phénomènes nouveaux, hein? C'est des phénomènes qui reviennent de temps en temps. Donc, on va prendre quelques questions de la salle. Je vais limiter ça à 3 pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Alors, s'il y a des questions, c'est pour vous? Oui, allez-y. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'il y a un malaise ici aujourd'hui depuis le début de la journée. Là, moi, je suis arrivée un peu plus tard. Donc, j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus sur justement quand des groupes, parce que ça fait quand même ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà un article de presse qui est sorti. On aura peut-être un deuxième sur ce colloque. Je pense qu'on est en train de passer dans une autre phase ici à Montréal. Ça fait plusieurs colloques auxquels je vais, plusieurs événements où l'extrême droite est présente d'une manière ou d'une autre. Et agit à chaque fois avec des stratégies différentes, soit très, très visibles, comme aujourd'hui. Et j'aimerais vous interroger déjà sur les effets que ça a en termes d'intimidation des personnes qui travaillent sur ces sujets, qui militent sur ces sujets. Alors, il faut savoir que les militants se font menacer et harceler, cyberharceler d'une manière vraiment qui a des conséquences sur leur vie et sur leur liberté d'expression, qui est très forte. Je me demandais si les chercheurs comme vous avaient déjà reçu de l'intimidation. Et est-ce que vous auriez une position? Est-ce qu'on peut ouvrir ce débat sur... Est-ce qu'on a une position en tant que chercheur, en tant que lieu de discussion sur ce type de... Voilà, moi, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bien, écoutez, juste peut-être dire que déjà, à la crise des accommodements raisonnables, il y a une théorie en étude des médias qui s'appelle la spirale du silence. Et lorsqu'un groupe, une opinion en particulier, accapare l'espace public, comme ça a eu lieu, par exemple, pendant la crise des accommodements raisonnables, ça a un effet intimidant sur les autres opinions qui fait que les gens qui étaient contre ou qui étaient favorables aux accommodements, par exemple, avaient plus d'espace pour parler et avaient plus d'espace public pour être entendus et finissent par s'auto-exclure du débat parce que ça a un effet effectivement intimidant. Et il y a effectivement, dans l'espace public, quand il y a une mobilisation de l'opinion sur des formes très polarisées du débat, les voix modérées qui disent ça prend, il faut continuer avec nos balises en matière de charte, etc., ça n'a aucun impact parce que les gens ne les entendent pas, parce que ce n'est pas spectaculaire de dire qu'on a déjà les balises, puis on a déjà le système qu'il faut pour réglementer la délibération raisonnable dans l'espace public, puis que ça prend plus de formation à la citoyenneté, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il y a déjà des outils et il va falloir travailler peut-être sur les questions de Facebook et de médias sociaux. Il y a beaucoup de gens déjà travaillent en éducation, notamment, je pense au projet Someone, qui travaille sur les contre-discours ou comment désamorcer ou à travailler la réflexivité chez les jeunes de cégep comme vous, là, qu'il y en a plein dans la salle. Comment on travaille la réflexion puis le travail de regard critique face aux nouvelles qu'on reçoit dans les médias, puis comment on se forme une opinion à travers ça. Et donc, ça, il y a beaucoup de travail en éducation aux médias ou en éthique et culture religieuse, par exemple, Stéphanie, qui travaille en éthique et culture religieuse. Il y a toute la notion de dialogue en classe, comment on respecte les opinions d'autrui. Ce qu'on a vu ce matin, c'est beaucoup l'absence de respect de la liberté d'expression qui est tellement revendiquée.
Mais dans un espace démocratique, la liberté d'expression, c'est le respect minimal de ton interlocuteur. Il faut que tu respectes et que tu t'appuies sur des arguments fondés et sur des faits, sur des arguments fondés. Quand tu es dans l'éclatement émotif, ça tourne en rond. Donc, tu ne peux pas argumenter, faire évoluer la discussion parce que tu es juste dans des états d'âme. Et donc, on se retrouve beaucoup dans des situations comme ça où ils font preuve d'état d'âme, où ils vont dégrader. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup d'accusations pour dégrader la personne qui parle, pour dire « c'est pas vrai ce que tu dis, c'est des fake news, c'est fondé sur rien, c'est vraiment de la merde, etc., etc. » Mais prouve-le, tu sais. Mais sauf que ça ne va jamais plus loin que ça parce que ça reste dans des niveaux très émotifs et ce n'est pas un niveau de délibération rationnelle dans l'espace démocratique. Donc, il faut vraiment travailler sur ces questions-là, je pense, en éducation, avoir un regard critique, travailler sur comment intervenir dans l'espace public, dans des débats, par exemple, pour respecter la liberté d'expression des uns et des autres. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais passer à la question suivante. Oui, moi aussi, voilà, tant qu'à me pencher de manière disgracieuse. Oui. Beaucoup de choses à dire. Vous avez ouvert la discussion sur la possibilité qu'on puisse réguler la diffusion de fausses nouvelles. Et là, on parle beaucoup des médias sociaux, mais dans les faits, il faudrait peut-être revenir au fait que ce sont des réseaux sociaux davantage que des médias sociaux, parce que les médias sociaux, on dirait que ça donne une crédibilité à tout ce qui se dit sur le média social, même si c'est fondé sur rien, machin. Bon, voilà. J'aurais une question peut-être croisée à Mme Tremblay et à vous, donc, Mme Potvin, à propos de, puis vous allez voir, une question d'un gars qui vient de Québec. On a beaucoup mis l'accent sur la Charte des valeurs, sur donc ce qui s'est passé, puis c'est normal parce qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé récemment, puis l'impact que ça a dans la montée des groupes radicaux. Mais moi, ça fait des années là, que le phénomène du trash radio à Québec, c'est au début des années 2000, on pourrait même remonter au départ des Nordiques. Il s'est passé quelque chose à Québec, et donc il y a eu une explosion de ce type de médias-là, et de traitement de la nouvelle. Et c'est comme si, et juridiquement, le droit a très, très peu, pour le pire et pour le meilleur, très, très peu de prise sur la mauvaise foi. La mauvaise foi dans la diffusion de fausses nouvelles, puis dans la diffusion de, même comme dans l'article qui vient de sortir aujourd'hui sur le colloque, ce qui sort, c'est pas les positions nuancées ou encore les questions nuancées, c'est la confrontation. De dire, bon, les gens de la meute étaient là, puis là, il y a eu une confrontation, puis c'est ça. Puis là, on a comme des grosses photos des gens de la meute, puis on leur donne le micro, etc. Mais donc, ce faisant, on donne vraiment beaucoup de visibilité à une position qui est clairement motivée par un agenda politique. Donc, en tout cas, je reviens à une question, là, parce que c'est plus un commentaire-question, je suis désolé. C'est quoi l'impact des trash radio, en fait, puis de ce phénomène-là dans la montée des groupes radicaux? Puis, est-ce que Québec est une région? Ça, c'est la deuxième question. Très nordique de Québec, là, dans le fond. Bien, écoutez, je pense que proportionnellement, si on regarde la région de Québec, c'est un peu un paradoxe, la région de Québec, parce que c'est la deuxième ville du Québec, mais c'est la 6e ou 7e, je pense, en termes d'accueil des immigrants. Donc, c'est juste 4 de la population de Québec qui est d'immigration de première génération, alors que c'est 23-24 à Montréal, ça va être 7 à Sherbrooke, 9 à Gatineau, 10 à Gatineau. Tu sais, puis il y a des régions, donc, au Québec, qui sont plus diversifiées que Québec. Donc, déjà, en partant, il y a une situation un peu anormale, ou comme je peux dire, une anomalie, en tout cas, par rapport à... Deuxièmement, effectivement, depuis plus longtemps, il y a une tradition de radio poubelle à Québec qui existe depuis plus de 25 ans et 30 ans. Je ne veux pas prendre tout le temps, là, mais... non, c'est correct, je te laisse terminer. Et ça a été laissé dans l'espace public parce que personne n'est jamais intervenu, justement, pour mettre des balises ou des hollas ou poursuites, ou bon, etc. C'est arrivé une couple de fois, là, je pense, mais c'était tout le temps une personne en particulier qui avait été diffamée par un animateur de nouvelles. Mais tu sais, c'est pas des groupes qui poursuivent, par exemple, l'émission qui, de façon répétitive, va... casser du sucre sur les musulmans, mettons, ou sur les immigrants. Et donc ça fait longtemps, et ça a un effet de, comme moi je suis, puis c'est documenté par différentes études, un effet de banalisation, donc d'acceptabilité sociale. Plus c'est banalisé dans l'espace public, plus ça devient acceptable. On voit que le niveau de discours a changé aussi, hein?
il y a des gens qui répondent des fois sur des blogs, par exemple, de médias traditionnels, comme s'ils étaient sur Facebook, cachés derrière l'anonymat, et qu'ils se permettent de dire vraiment des choses affreuses, diffamatoires, méchantes, presque justement des menaces de mort à certains chroniqueurs ou certaines personnes, ou même envers certains groupes, mais qu'on laisse aller dans l'espace public. Et ça, c'est depuis la crise des accommodements. On n'avait pas ça avant. C'était pas, ça jamais, il n'y a personne qui avait jamais documenté la présence de ces discours-là dans l'espace public avant, parce que ça existait de façon sporadique. Ce que Michel Leviorca appelle le racisme éclaté. À un moment donné, il y a un processus, il y a des conditions, comme la crise des accommodements, qui créent une espèce de passage à un autre niveau, qu'on appelle un faisceau de conditions sociales, historiques, politiques, etc., qui font que le racisme est moins éclaté, mais il est plus unifié, puis il devient plus à un niveau qu'on appelle d'infra-racisme ou de racisme politique, donc il y a un niveau plus cristallisé. Et c'est ça qu'on a vu depuis la crise des accommodements. C'est plus juste une ou deux radios poubelles qu'on marginalise ou juste un ou deux groupes qu'on marginalise. Ce qu'on a vu, et Stéphanie l'a bien montré, c'est qu'il y a eu une espèce de légitimation politique avec la Charte des valeurs qui a permis de façon instrumentalisée et clientéliste à dire « OK, c'est correct » qu'on fasse de la discrimination dans l'espace public, c'est correct qu'on entende certains discours. Il n'y a jamais eu de modération des discours racisants pendant tout le débat sur la Charte des valeurs. Et il n'y a pas eu non plus tellement plus de prise de position politique des partis pour, comment je pourrais dire, pour calmer les jeux ou calmer dans le débat public ou dans l'espace public cette banalisation des discours racistes. Au contraire, on assiste à des formes d'instrumentalisation qui, à mon avis, ont des effets encore plus légitimatoires, si on veut, de la présence de cette intolérance-là dans l'espace public. Merci, Maryse. On pourrait l'écouter pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas des heures.